Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Vladi et Sébastien, Lionel qui nous ont déjà salués. On remercie également François et Nicolas pour leurs questions posées à l'avance. On va y répondre durant l'émission. Dans ce nouvel épisode d'Overtime, le Quatuor est composé de celui qui se réjouissait de commenter à la Tissot Arena vendredi soir. Il en est reparti finalement avec 2 interviews, aucun match et surtout aucun virus. Salut Jean-Philippe Hasselbanger. Salut à tous, salut à... Il s'est levé samedi matin en espérant aller à Lausanne, mais a déchanté sur le coup des midis. Salut Jérôme Bochat. Salut à tous. Et il a commencé son entraînement playoff en se vissant sur son siège fétiche dans le studio 2 soirs de suite ce week-end. Salut Stéphane Rochette. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et il sera entre autres la voix du chat durant cet Overtime. C'est moi-même, Pascal Eberhardt. Dans cette émission, on va parler des quarts de finale de Swiss League qui se sont terminés, de Jan Alston nommé directeur sportif au HC Davos, et on va se poser la question de savoir qui sera dans le top 6 de National League d'ici au 5 avril au soir. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Et d'ailleurs, messieurs, et dans le chat, si vous n'êtes pas triskaïdécaphobe, puisqu'il s'agit aujourd'hui du 13e épisode d'Overtime, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti. Messieurs, on commence avec la Swiss League. Petit rappel, on avait pronostiqué sur notre site internet et dans cette émission les résultats des séries. On s'est royalement planté, j'ai envie de dire, puisqu'on avait trouvé que le 4-1 entre Cloton et Chevaux de Fond. On va commencer par la série qui s'est terminée hier, Langenthal-Turgovie. C'était le résultat logique qui a attendu cette série, Jérôme. Oui, exactement. Langenthal qui était favori, Langenthal qui a gagné cette série. J'aurais peut-être pensé que Langenthal allait gagner un petit peu plus facilement face à Turgovie, mais je crois que l'objectif est atteint pour les Bernois. Ils sont en demi-finale, maintenant il faudra voir ce qui se passe face au HC Ajoie. Jean-Philippe, il y a eu cette série entre Cloton et Chaux de Fonds qui s'est terminée 4-1. On savait que ce serait difficile pour les abeilles, mais 3 scores fleuves, quand même, c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attendait. Ouais, oui et non, on savait qu'ils pouvaient tenir, mais dès le moment où vous savez que vous êtes inférieur, vous avez moins de profondeur de banc, vous avez moins de qualité chez les étrangers, qu'Hoffman était blessé, qu'au niveau du gardien, vous êtes aussi un petit cran en dessous. Vous tenez ce que vous pouvez, puis au moment où ça pète, souvent, il y en a beaucoup qui rentrent. On peut aussi parler du match d'Ajoie contre Viège, où là aussi, après 30 minutes, c'était fini, quoi. Troisième série qui s'est terminée, c'est le HCCR. Stéphane, est-ce que finalement on n'avait pas vu les Sirois trop beaux dans cette série de playoff face à Alton? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont connu une superbe saison. Ils ont fait le maximum avec ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, je dis chapeau à Danny Gélina. Chapeau au duo Asselin-Montandon qui ont été dominants tout au long de la saison. Là. Ils ont fini pas très loin derrière Hazan et DeVos qui sont sur une autre planète depuis des années au classement des marqueurs. Donc, ils ont transporté cette équipe-là sur leurs épaules. Et bon, c'est une surprenante 4e place, mais là, dans les playoffs, ils ont affronté un HC Holton qui a été en demi-teinte une partie de la saison, qui ne fonctionnait pas comme ça allait, et puis tout à coup, en fin de saison, qui s'est mis à fonctionner. Et je pense que c'est la profondeur de banc qui a fait la différence. Je veux dire, quand vous avez une ligne hyper performante et 3 lignes un peu assez en dessous ou moyenne, la ligne de Castonguay a plutôt un rôle défensif, et vous affrontez une équipe qui a énormément de profondeur. Non, il s'agit de se concentrer sur les 2 meilleurs joueurs, Montandon et Asselin, faire en sorte qu'ils n'aient pas de succès, et puis vous allez vaincre facilement cet adversaire-là. Donc, c'est clairement la profondeur de banc qui a fait la différence dans cette série-là. Après 4 matchs, bon, voilà, s'ils en avaient gagné un, le dernier en prolongation, mais voilà, moi, je pense que la HCCA peut être fière de sa saison. Peut-être si ça avait fini en 5-6 matchs, ça aurait peut-être été mieux pour laisser un goût moins amer dans la bouche, mais je pense que la HCCA peut être très fière de sa saison. Personne ne s'attendait à ça. Le seul problème que je vois dans ces résultats-là, c'est la suite. Parce qu'il y a des attentes qui vont être créées. On va dire, on a fini 4e l'année passée. Si on finit 7e l'année prochaine, on va dire, une moins bonne saison. Donc, je pense que les dirigeants du club auront un travail à faire pour faire comprendre aux gens, écoutez, ça a été assez exceptionnel cette année. On reste un petit budget dans cette ligue. On ne veut pas faire de folie. Attendez-vous pas que chaque année, ça va être comme ça. Donc, je pense que là, c'est souvent les attentes qui sont créées. Je pense qu'il y a un truc de communication à faire. Je pense que les étoiles ont été alignées pour eux à tous les points de vue en saison régulière. Et on sait que des fois, c'est difficile de reconfirmer l'année d'après. Mais on peut le tourner de l'autre sens. S'ils terminent en dessous, ils ont été éliminés par une équipe moins bien classée qu'eux, donc ils ont plus de chances en play-off. Hein, Jérôme?
Ouais, après, c'était 4e contre 5e, donc c'est pas ultra favori non plus. Et puis, comme l'a dit Stéphane, je veux dire, à part le dernier match où ils auraient peut-être pu gagner en prolongation, tu reviens à 3-1, après, tu sais pas trop ce qui se passe. Mais je crois que Holton a montré qu'il était bien au-dessus des Valaisans, en tout cas sur ce quart de finale-là. Et puis, c'est là qu'on voit que la réalité de la saison régulière, bah, c'est pas la réalité des playoffs, c'est une autre saison, c'est pas la même chose. Et puis, comme Stéphane l'a très bien expliqué, au niveau de museler les étrangers du HC Sierre, ça a été fait parfaitement. Et dans l'autre sens, on n'a pas réussi à museler les deux étrangers qui ont marqué 12 et 11 points. Gary Nunn, 12 points. Knelsen, 11 points. Puis encore sur cette ligne, Mason McTavish, qui ne sera plus là pour les demi-finales, qui lui a encore 7 points, je crois, 6 ou 7 points. Il y a 3 joueurs. La première ligne d'Holton, dans les pointeurs des quarts de finale, ils ont première, deuxième et 6e place. Pas grand-chose à faire quand c'est comme ça. On va vite revenir aussi sur Chaux-de-Fonds, on est passé un peu vite dessus. Hein. On n'a pas entendu Jérôme et Stéphane là-dessus. Moi, Chaux-de-Fonds, je vais dans le même sens que Jean-Philippe. Écoutez, c'est David contre Goliath. Honnêtement, qui aurait parié 1 centime que Chaux-de-Fonds avait une chance de battre Cloton? Les fans hardcore de Chaux-de-Fonds qui a réduit la voilure au niveau financier, qui a avoué de revoir à baisse ses ambitions. Tout le monde les voyait en milieu de classement. Ils ont fini là. Si Kaufman n'avait pas été blessé en fin d'année, peut-être qu'il aurait réussi à finir top 6 pour éviter Cloton ou Chaux-de-Fonds. Et là, peut-être qu'il y aurait une carte avec Cloton ou Ajoie. Peut-être que ça aurait été mieux en quart de finale, une chance de passer un tour. Et là, avec la perte de Kaufman, tout à coup, il y a eu une mauvaise fin de saison, une mauvaise série qui a fait qu'il a tombé contre Ajoie ou Cloton. Ils n'avaient honnêtement aucune chance. Le fait qu'ils aient gagné un match, chapeau à eux. Après, le 8-0, etc. Voilà, ça part mal. C'est le dernier match. Après ça, il y a l'aspect mental, etc. Tu as 2 jeunes gardiens. Charlin, ça va être un gardien de National League. Ritz s'en va à Viège. Tu n'as pas un gardien dominant. Il y a un paquet de facteurs qui fait que, voilà, c'est pas une surprise. Après, les résultats peuvent être décevants pour les gens, mais voilà, Chaux-de-Fonds reste une équipe à budget moyen. Donc, ils ont fait une saison moyenne. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Non, mais Cloton était le favori par rapport à Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds n'a pas démérité. Chaux-de-Fonds s'est battu avec ses armes, mais avec des armes inférieures aux Aviateurs. Ma foi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont bien tenu, il faut le dire. Je crois même qu'il y a un tiers, ils l'ont gagné 1-0 avant de s'écrouler. Mais c'est comme a dit Jean-Philippe, tant que tu tiens Cloton, c'est bon, mais dès que tu prends 2-3 buts de retard, après, dans la tête, ça ne doit pas être évident. Hein. Voilà, il y a une série que, bien évidemment, on n'a pas évoquée encore, c'est celle du HC Ajoie contre le HC Viège. La question que j'avais, c'est est-ce que le score de la série, ce 4-0, reflète-t-il réellement une domination à Joulotte? Non, je pense pas. Écoutez, moi j'ai eu des statistiques un peu détaillées de ça. Au niveau des chances de marquer et tout ça, c'était de loin pas si loin. Si vous regardez la statistique des tirs au but, on la garde toujours avec un certain bémol, mais Viège a tiré plus de fois au but qu'Ajoie. Je pense que la différence s'est faite au niveau du talent et du réalisme offensif. On sait à Joie, on le sait, voilà, ils vont vous faire mal si vous leur donnez une chance de marquer, ils vont vous marquer 2 buts. Donc ils sont très, très réalistes. Typiquement, dans le match de 6 ou 7-0, là, ils avaient 7 buts sur 21 shoots. Les 3 premières chances de marquer 3 buts. Ouais. Ça, c'est le réalisme froid. C'est une équipe qui a du talent, puis elle peut te faire mal, même dans un mauvais soir, même dans un soir ordinaire, elle peut te faire mal. Si tu fais le moindre erreur défensive, elle va te payer cash. Le match numéro 2, moi, je pense que le point tournant, c'est le match numéro 2. Souvent, quand tu as une équipe favorite, c'est souvent le match 2. Si Viège avait réussi à gagner le match 2, revenir à 1-1, il aurait été une autre série. Et Viège menait ce match-là 2-1 jusqu'à 10 minutes de la fin. Il y a un exploit individuel à Zone, un powerplay derrière, bam, c'était 3-2, merci, bonsoir, c'était fini. Et puis, Viège a eu un 5 contre 3, aurait eu l'occasion de mettre ça 3-1, de prendre les devants 3-1 plus tôt dans le match, 5 contre 3, rien à faire, même pas dangereux, les étrangers pas percutants, circulaires. Voilà. Question de talent, ils l'ont fait sans être meilleur vraiment ou faire un meilleur effort. Ajoie a fait la différence sur son talent et sur sa profondeur. Et à Viège, on manque cruellement de talent en attaque. Les gardiens, ça a été compliqué. Les gardiens n'ont pas été transcendants. Quand tu es un peu moins fort, tu espères que ton gardien te vole un match. Ce n'est pas arrivé non plus. Donc, je pense que la série, le résultat de la série ne reflète pas l'allure des matchs. Dans le 4e match, même, Viège a assez dominé. Mais encore une fois, Ajoie a plus de talent. Puis à la fin de la journée, les gars, ça fait la différence, quoi. Ajoie n'est pas premier au classement. Il n'a pas fait une saison extraordinaire comme Cloton pour rien. Hein. Il y a une raison.
C'est que quand tu fais ça, c'est que même si tu es moins bon certains soirs, tu réussis à gagner. En parlant de Viège, il y a Sébastien dans les chats qui nous dit, justement en parlant de Viège, j'ai été surpris par le niveau de Troy Joseph avec Lugano. Ouais. Je vais faire ma mauvaise langue. Yves Sarrault aussi. Il savait qu'il allait jouer à Lugano en licence B pour la suite de la saison. Est-ce qu'il a baissé son niveau de jeu? Non, bien évidemment, je fais mauvaise langue. Il ne savait pas, non, parce tu que fais jamais exprès. Ça s'est fait jeudi passé. Donc, il ne le savait pas. Voilà. Le club le savait, Stéphane, puisqu'il fallait annoncer Pardon? les licences B. Les licences B doivent être annoncées à une certaine date. Oui, mais ça a été réglé qu'il aille avec Lugano jeudi. Ouais, Voilà. puis quand t'es hockeyeur, je peux pas imaginer un hockeyeur de Swiss League qui rentre sur la glace en disant je vais faire exprès de perdre ce match, comme ça je peux aller jouer en National League. Surtout pas un des étrangers. Ouais. Mais bon, Stéphane disait qu'il y a un manque de réalisme offensif là, du côté de Viège, et ça va même plus loin, parce que quand tu veux essayer de bousculer Ajoie et puis que tu n'arrives pas à mettre en place tes situations spéciales, tu n'as juste aucune chance. Là, c'est moins de 80% sur le box-play, c'est 15% sur le power-play, et puis si on prend un dernier chiffre au niveau de l'efficacité offensive, ils ont tiré 38 fois de moyenne par match, 38 fois au goal, Liège, contre Ajoie. Donc ça, c'est clairement... Alors, il faut voir la qualité des shoots, parce qu'au niveau de l'efficacité, c'est 2,63. Alors, si vous avez une efficacité de 2,63, vous n'avez aucune chance, mais dans aucune série. Donc là, il y a quand même un problème un peu plus loin, qui va un peu plus loin que juste la différence d'effectifs. Moi, je croyais vraiment qu'ils allaient pouvoir les embêter. Honnêtement, j'ai été un peu déçu. Je vous propose qu'on passe aux demi-finales qui commencent ce samedi. Fabien, on va faire les pronostics à la fin de la discussion. J'ai vu la question. Pour commencer, on va s'intéresser à petit clin d'œil à Stéphane et l'histoire des derbies, celui des deux clubs qui se terminent par tonne, avec Cloton-Holton. Messieurs, est-ce que Holton pourra opposer plus de résistance que Chaux-de-Fonds face à la super machine qu'est Cloton? Écoute, vas-y Jérôme. Sur la saison régulière, c'est 3-1 pour Cloton. Donc Holton a montré qu'il pouvait battre Cloton. Après, moi, je pense que cette série, elle va surtout dépendre du niveau de Holton. Si Holton arrive à faire la même chose qu'il a fait contre Sierre, c'est-à-dire à gêner la première ligne des Zurichois, à vraiment mettre en place un jeu défensif et puis être surtout très efficace devant, on peut gêner Cloton. Mais Cloton, pour moi, est vraiment le grand favori de cette demi-finale. Vas-y Stéphane. Sans aucun doute. Moi, j'ai l'impression que la finale Cloton-Ajoie est déjà programmée depuis longtemps. Donc là, on joue pour jouer. Honnêtement, c'est tellement évident que... non, mais c'est du hockey, évidemment. Mais c'est tellement évident que ces deux équipes-là vont se croiser en finale que tellement ils ont été dominants en saison régulière. Vous allez me Langenthal a aussi eu une bonne saison, mine de rien. Presque 90 points. Ils ne sont pas si loin derrière. Mais si vous regardez ces deux équipes-là, tu te dis, sur une série de 7 matchs, ils ne peuvent pas perdre 4 fois contre Holton et Langenthal. Je ne peux pas croire, à moins qu'il y ait de blessures. Il peut arriver plein de trucs, ton premier gardien. Voilà. Mais... moi, j'ai l'impression qu'on aura un Cloton à jouer en finale. Ça ne m'inquiète même pas. Bon, on a déjà le pronostic de Stéphane sans le détail. Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que tu penses de cette série Cloton-Holton, pour être précis? Ouais, un 4-2 pour Cloton, je pense que ça sera pas mal. Et puis, je dirais qu'Holton, ils vont payer peut-être un peu l'absence de... Il faudra remplacer McTavish sur cette première triplette qui fonctionnait très bien. Hotman, qui était en troisième trio avec Fourer, ça marchait aussi bien. Il y a des gens qui connaissent les playoffs de Swiss League. Il y a Dan Weiskopf, il y a Schwarzenbach, il y a Fourer. Il y a des gens qui ont aussi joué plus haut. Je ne suis pas persuadé que ça suffise vraiment pour secouer Cloton sur 1 ou 2 matchs, oui. Pour les passer sur une série de Best of 7, j'ai vraiment des doutes. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, maintenant, on saura que Viège ne montera pas en Liga. Et il en reste 3 qui ont posé leur candidature. Maintenant, si Langenthal va au bout, ce qui serait une surprise, pour moi aussi, ils ne peuvent pas monter. Donc, il n'y aura personne. On restera à 12 en National League. Ouais, je vais aller dans le même sens que vous. Je vais être un petit peu plus pessimiste que toi, Jean-Philippe, pour Holton, puisque moi, je vois plutôt 4-1 dans cette série. C'est vrai que la perte de McTavish, ça va être énorme pour Holton. Là, il va falloir que celui qui remplace McTavish, il se mette au niveau et puis qu'il réussisse à tirer vraiment l'équipe, que la première ligne réussisse à tirer l'équipe
pour pouvoir vraiment mettre en danger ce Cloton-là. L'autre demi-finale, et on va commencer avec la question de Jean-François, c'est pensez-vous que le HC Ajoie va pouvoir battre Langenthal suite au quart de finale contre Viège? Petit rappel, c'est 3-1 pour Langenthal durant la saison régulière. Finalement, est-ce que Ajoie est vraiment favori finalement de cette série? Stéphane, toi tu les vois passer en finale, mais... Moi, je vois, écoutez, encore, il peut arriver plein de trucs, une blessure, n'importe quoi, mais là, je vois les deux équipes. Langenthal, ça reste une équipe redoutable en play-off. Aller jouer là-bas, c'est jamais facile. Bon, là, il n'y a pas de spectateur. Tu as quand même Hero Hello qui peut te faire mal. Tu as quand même... voilà. Langenthal, il faut les prendre au sérieux. Je pense, encore une fois, sur une série de 7, je pense qu'Ajoie, elle peut te battre de plein de façons. De plein de façons. Et avec un Wolf qui a été... alors, Viège n'est pas bon à l'attaque, mais Wolf a aussi fait des bons arrêts. Donc, Wolf, c'est 4 buts encaissés en 4 matchs contre Viège, 38 shoots par match. C'est incroyable. Donc, sa moyenne est astronomique. Je ne vois pas de faiblesse du côté de HC Ajoie. Je ne comprends pas. Voilà, ça reste du hockey, mais je ne suis pas trop inquiet, comme je vous ai dit avant, pour le HC Ajoie qui va se retrouver en finale. Moi, ce qui m'inquiète d'Ajoie, c'est que, en fait, moi, je leur souhaite de se rendre au bout puis de perdre en 7. De se rendre jusqu'à Cloton en finale puis de perdre en 7, parce que je ne suis pas sûr pour le club. Je serais content qu'ils gagnent, mais je ne suis pas sûr pour le club de monter en Ligue nationale, en National League, c'est une bonne nouvelle à terme. J'ai peur de la catastrophe qui pourrait suivre derrière, parce qu'on sait que ce ne sera pas facile. Donc, moi, je leur souhaite d'être le plus gros des poissons dans le plus petit des bocals. Voilà, parce que je souhaite qu'ils rentrent en 7 puis qu'ils perdent en 7. Alors, Jérôme, avant que tu prennes la parole, on va prendre la question de Kevin, parce que ça rebondit sur ce que Stéphane dit. Pensons-nous, je la pose pour nous, que Ajoie tiendrait une saison en National League? Il n'y a pas de relégation, donc oui. Il n'y a pas de relégation. C'est peut-être pour essayer. Si on veut essayer de monter, c'est le meilleur moment, parce que tu sais que tu as une année et demie pour te mettre en place au niveau financier, au niveau tout ça. Donc, c'est le bon moment. Le moment, c'est le bon. Maintenant, est-ce qu'on peut, à terme, après, il faut monter avec 7 millions? Est-ce qu'il faut monter peut-être? Il faut prendre le temps de pouvoir aller chercher plus, mais est-ce qu'on peut trouver plus? C'est un peu ça la question. Et finalement, il y a Sébastien qui nous dit le seul adversaire d'Ajoie dans ces séries, c'est Ajoie. Jérôme, est-ce que tu es aussi catégorique que Sébastien ou plus nuancé que Stéphane en disant il y a surtout Cloton? Écoute, moi je pense que cette demi-finale, Ajoie est le favori, même sur les confrontations directes cette saison, c'est 3-1 pour Langenthal. Mais il y a Gary Sheehan qui s'est exprimé après un match contre Langenthal, c'était le 16 février. Il avait dit, donc l'entraîneur du HC Ajoie, Langenthal joue physique, joue vite, et pour moi, c'est la meilleure équipe de Swiss League, au-dessus de Cloton. C'est ce qu'il avait dit le 16 février. Alors, on est plus d'un mois plus tard, ok, mais on sait que Langenthal, c'est aussi la bête noire du HC Ajoie. Alors, le HC Ajoie reste favori. Et puis, pour revenir à la question que tu posais, je pense aussi que l'adversaire numéro 1 du HC Ajoie, c'est le HC Ajoie. Si le HCA arrive sur la glace avec un peu trop de confiance, en pensant peut-être qu'il va gagner, là, il y a peut-être une place pour Langenthal, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs qui peuvent faire la différence. Alors, avant de donner notre pronostic, on va prendre 2-3 remarques dans le chat. Première question, c'est Patrice. Stéphane, tu vas pouvoir lui répondre. Ebicher finira-t-il la saison avec Ajoie? Je pense que oui. Après ça, il y a une clause de s'il joue avec... Il peut revenir avec Fribourg, mais il ne pourra pas retourner. Si ma mémoire est bonne au niveau des licences B, moi, je pense que oui, puis ça serait une aventure super avec lui, parce qu'il a du temps de glace, des responsabilités, et puis ce sera super bon pour lui qui n'a pas joué énormément cette saison. Donc, s'il joue encore un paquet de matchs qui seront en finale, c'est une expérience enrichissante, parce qu'on sait très bien que quand tu joues à Fribourg, il n'a pas le pied sur la glace. Ça, c'est absolument clair, là, même s'il en a besoin, même s'il a manqué. Je pense qu'il tournerait à 3 défenseurs avant de mettre Ebicher sur la glace, tellement les intentions de Dubé sont claires là-dessus. Écoutez, on avait Ebicher dans l'alignement, puis on a mis Yecker sur un powerplay une fois. Ça vous démontre un peu... il était toujours sur le powerplay vendredi, je ne sais pas, j'ai pas fait attention samedi, Jean-Philippe, si Yecker était toujours sur le powerplay de Fribourg sur la deuxième vague. Je crois que Gunderson est resté tous les 2 minutes où il y a eu le powerplay. Il est resté tout le long. Voilà. Et puis, remarque de Yann qui dit par rapport à Holton, Dunn et Nelson vont faire beaucoup de mal à la défense de Cloton qui n'était pas convaincante contre la Chaux-de-Fonds. Rien n'est fait dans cette série. À voir. On verra si notre pronostic de 4-1, 4-2
pour Cloton. Il y en a qui ont mis, il y Fira. a quand même des gens chez nous. Steve Pochon a mis pas mal qui est venu comme consultant chez nous sur le plateau, qui a mis pas mal de réserves sur Cloton. Lui, il a l'impression que Cloton n'est pas aussi puissant, aussi gros, aussi grand qu'on pourrait l'imaginer. Il pense que c'est une tour de verre un peu. Ils sont assez fragiles, selon Steve Pochon, qui connaît très, très bien la Swiss League. Bah, disons que c'est à voir si cette série contre chaud de fond, finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt ou si c'est juste l'arbre. Exact. Voilà. Donc, pronostic pour Ajoie Langenthal, Jérôme. Ajoie Langenthal, je dis 4-2 pour Ajoie. Stéphane. Ouais, je veux dire 4-1 pour faire différent. Jean-Philippe. 4-2. Et moi, je dis 4-3. Voilà pour la Swiss League. On vous rappelle que les demi-finales, vous pourrez les suivre sur MySports. Ça commence samedi. Attention, c'est l'après-midi, puisque le soir, il y a de la National League. On espère bien évidemment qu'il n'y aura pas des prolongations à rallonge. Sinon, Stéphane, il va devoir stresser un petit peu dans le studio pour le changement de chaîne. Mais c'est pas lui qui le fait. Je vous propose de passer à la National League et on va commencer avec des questions d'abord. On met un petit jingle pour passer entre deux. Alors Stéphane, il y a eu plusieurs questions qui te concernent directement. Il y a celle de Richard, il y a celle de Thomas. Stéphane, est-ce que tu pourrais motiver Théo à aller, Richard nous dit, aller à Fribourg. On a besoin de plus de jeunes. C'est juste que ça vient avec Schmidt, Jobin, Chalère. Et puis est-ce que tu en sais plus sur Ebinger? Théo est motivé à aller partout où on veut de lui. Après, il faut réussir à s'entendre. C'est la question qu'il faut poser à Fribourg. Est-ce que Fribourg est intéressé par Théo? C'est la question qu'il faudrait d'abord poser. Mais bien sûr, Théo, évidemment, c'est un petit roman. Comme tous les petits romans, je pense qu'il aimerait ça jouer en Suisse romande, mais ce n'est pas exclusif non plus. Mais comme ça a été mentionné, je ne vais pas élaborer là-dessus. Il y a des discussions avec pas mal d'équipes actuellement, un peu partout en Suisse. Voilà. Mais on a le temps, c'est 2022. Donc, il y a des équipes qui ont pris les devants. Donc, comme il y a des équipes qui ont pris les devants, d'autres équipes l'ont su. Donc, mais on a beaucoup de temps. Il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts avant que quelque chose se fasse. Parce que Théo, clairement, il veut rester en Amérique l'année prochaine. Il s'entend bien avec son coach Patrick Roy, avec les Remparts de Québec. Ils ont une belle équipe l'année prochaine. Donc, il a des responsabilités, il a de la glace et tout. Et puis, il souhaite faire encore une saison en Amérique avant de revenir ici. Donc, c'est encore tôt pour conclure quoi que ce soit. Thomas, lui, c'était par rapport au LHC. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a eu des discussions ou pas? Oui, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions avec une demi-douzaine d'équipes actuellement à peu près. Donc, voilà. Et ce ne sont que des discussions, des approches. Et c'est vrai que ça fait... Lausanne est le club formateur de Théo. 90% des jeunes qui reviennent de l'Amérique, 95% qui retournent souvent dans leur club formateur. Voilà, donc Théo, forcément, son club formateur, avec qui il n'est plus lié par contrat, son club formateur est intéressé évidemment à le rapatrier, comme tous les clubs formateurs quand leurs joueurs partent à l'étranger. Et puis, oui, il y a des discussions depuis un long moment déjà, mais il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Patrice, lui, se demande si l'année en Swiss League serait une option. Je profite, je vois que ça défile sur Théo, les gens sont curieux. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion avec des clubs de Swiss League. Il n'y a que des clubs de National League qui ont fait avec lesquels il y a des discussions ou des discussions plus ou moins avancées. Donc, il n'y a pas de clubs de Swiss League qui sont dans le pipeline actuellement. Là. Il y a une demi-douzaine de clubs de National League. Donc, et si vous regardez les joueurs qui reviennent d'Amérique en général ou de Suède, si vous fouillez un petit peu, rares sont ceux qui reviennent et qui vont jouer directement en Swiss League. Certains sont revenus avec des contrats de National League, sont allés faire des piges en Swiss League. Mais en général, si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans le passé, les joueurs qui ont eu relativement de succès dans les ligues à l'étranger au Canada ont tous terminé, sont tous revenus et ont joué de façon régulière en National League. Certains ont fait des piges, certains ont plus ou moins de succès, ça a été un peu plus long, mais en général... Donc, pour l'instant, la Swiss League, il n'y a aucun club de Swiss League qui a pris contact en pensant que Théo reviendra en Swiss League. Il y a un exemple, c'est Simon Knack à Davos qui, lui, a réussi assez directement à s'adapter avec les adultes. Mais bon, il faut dire que c'est un morceau. C'est un morceau. Il a même marqué. Écoutez, Théo, faut te faire attention. Théo a 18 ans maintenant, mais son plan, c'est de revenir en 2022. Et en 2022, il aura 20 ans.
voilà. Donc là, ça ne sera pas le même joueur que maintenant. Il y a encore une grosse année et demie. Il y a 2 étés devant lui. Donc, on ne peut pas revenir maintenant. Ce sera peut-être une autre histoire, mais à l'âge de 20 ans. Il faut regarder les joueurs qui sont en Amérique quand ils sont revenus à l'âge de 20 ou 21 ans. Quel a été leur parcours? 95% d'entre eux sont revenus directement en National League. Voilà. Et puis, si vous regardez, si vous fouillez un peu, la majorité ont fait une carrière en National League. Quelques très, très rares exceptions près. Même ceux qui sont allés en Suède, c'est la même chose. Parce que ceux qui partent en Amérique, en général, c'est ceux qui ont été repêchés dans des équipes là-bas. Il faut dire que le niveau, si vous regardez le niveau de la Ligue junior au Canada, si vous enlevez les 2 étrangers de la Swiss League, c'est déjà de la Swiss League à peu près. Donc, voilà. Il y aura Emerton au centre qui peut jouer à l'aile en 22 quand il revient. Et puis peut-être un deuxième étranger. Pourtant, Théo, c'est plutôt un top 6. Hein. Ouais, top 6, après, moi, je ne sais pas si on veut pas être top 6. Moi, je pense. Mais dans ses qualités de joueur. Plutôt top 9, je pense que si vous regardez les lignes en Suisse, top 9, si vous regardez Baumgartner, Nussbaumer, etc., vous regardez Davos, la majorité des équipes ont 3 lignes qui peuvent créer de l'offensive, qui jouent dans les 2 sens, puis une quatrième ligne qui joue nettement moins. Donc, je pense qu'on parle plus de top 9. Après, voilà, si vous regardez les rosters, c'est difficile de faire un choix maintenant d'une équipe parce que les line-up de 2022 il y a beaucoup qui ont des feuilles blanches actuellement. Donc, voilà, mais toutes les équipes auront 4 étrangers, certains 3 devant, 2 derrière, etc. Après, il y a l'équipe, il y a l'encadrement, il y a le lieu géographique, puis il y a l'affinité du gamin en se disant, ben voilà, un gamin qui a été dans un club, formé dans un club, puis qui a habité une ville pendant des années, ben forcément, il se dit, moi, c'est sûr que là, si eux sont intéressés à moi, ça peut m'intéresser. Il va écouter, sans ne pas écouter les autres, qui parfois sont très convaincants aussi. Peuvent se montrer très convaincants de plusieurs façons. Ça va être un choix difficile pour Théo, forcément. Mais bon, c'est un heureux problème, je dirais. Donc, voilà, mais il n'est pas pressé de le faire maintenant. Patrick Roy a confiance en lui. Il y a le repêchage de la NHL de cet été où il est toujours éligible. Mais bon, voilà, ça, c'est... Encore une fois, on peut parler de l'avantage ou non d'être repêché. Là, voilà. Je crois que tu as fait un gros laïus. Mais son meilleur conseiller actuellement, je peux vous dire que sa personne référence à qui il fait le plus confiance dans le monde du hockey actuellement, c'est Patrick Roy. Et je pense qu'avec le vécu qu'il a, l'expérience qu'il a, je pense que Patrick Roy est son mentor actuellement. Il y a une relation de confiance incroyable et je parle avec Patrick de temps en temps. Il est extraordinaire avec lui. C'est une personne extraordinaire. J'en reviens pas à quel point il s'investit avec les jeunes et dans la vie des jeunes, même au niveau personnel. Et quand il prend un jeune à cœur, parlez-en à Kourachev, il suit encore Kourachev, il suit encore Radulov qui l'a coaché. Il parle régulièrement à Philippe Kourachev. Il a des liens particuliers avec Marchessault, avec ses anciens joueurs. Et les gars l'appellent, il fait de la vidéo encore avec ces joueurs-là. Moi, je tire mon chapeau à ce gars-là. Je suis bouche bée devant le travail qu'il fait pour développer les jeunes. Et il fait ça, et ce monsieur-là n'a pas besoin d'argent. Il fait ça avec des juniors. Il met son cul dans des autobus pendant 12 heures de route pour aller dans des trous perdus au Canada pour coacher des jeunes, alors qu'il pourrait jouer au golf en Floride toute sa vie, ou il a refusé des postes en NHL parce qu'il est passionné. Et Patrick Roy, d'ailleurs, en passant, il n'a jamais caché son désir de venir un jour coacher en Suisse. Petite parenthèse. T'es en train de nous envoyer des rumeurs, là. De prendre des parts dans un club, hein, peut-être. Pardon? De prendre des parts dans un club, peut-être? Oui, on peut le dire. Il a déjà eu des offres pour prendre des parts dans certains clubs en Suisse, Patrick Roy. Clairement, j'en avais discuté avec lui parce qu'il m'avait posé beaucoup de questions. Et c'est un gars qui est passionné. Il se lève, là, il parle de hockey 12 heures par jour. Et si vous asseyez avec, il peut vous parler de hockey pendant 3 heures. Puis, ça fait déjà 3 heures qu'on parle. Ben oui, c'est comme ça. Moi, je tire mon chapeau devant ce monsieur. Merci Stéphane. On va revenir aux questions qui concernent plutôt la National League avec cette question de François qui nous a été posée hier. Que penser des propos de certains dirigeants du hockey suisse qui, pour moi, se décrédibilisent complètement des arguments pour mettre en place une nouvelle réforme? Exemple, Marc Lutti, il a clairement dit qu'il y a 3 ans qu'il n'était pas pour un fair play financier car pas à l'avantage de son club. Excusez-moi, un peu de peine à tout relire. Mais maintenant qu'il y a des puissances financières comme Lausanne, il souhaite un plafond salarial. Est-ce que ça serait trop compliqué et honnête de dire que l'on fait dorénavant une répartition des revenus entre les joueurs et les propriétaires? Jérôme?
Dans ces propos, je vois un petit peu de jalousie, parce que quand on a le club qui est au top, alors on ne fait pas de plafond salarial parce qu'on sait qu'on a plus d'argent que les autres et puis ça ne pose pas de problème. Et puis maintenant qu'on voit qu'il y a d'autres clubs qui peuvent nous dépasser au niveau du budget, qui peuvent donner des bons salaires, ben là on dit ouais, il faudrait un plafond salarial. Et puis je ne sais pas si c'est de la jalousie, si on aimerait peut-être être à la place, je ne sais pas. Moi je trouve que les propos sont un petit peu bizarres, mais je peux comprendre, parce qu'à sa place j'aurais peut-être dit la même chose. Jean-Philippe, j'ai vu que tu as ouvert la bouche, tu voulais rajouter quelque chose? C'est assez compréhensible. Hein. On regarde comment le monde fonctionne, les États aussi. Là, on n'est pas loin de la réelle politique. Hein. On s'appuie sur un pragmatisme du temps. C'est un peu dans l'air du temps. On se dit, on regarde un peu ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a le mieux pour mon club. Et puis voilà, on peut changer d'avis. Hein. On n'est pas assis sur des principes. L'objectif pour tout le monde, c'est que tous les clubs s'en sortent. Alors, s'ils trouvent un compromis et puis que Marc Luthy est d'accord, tant mieux. Et puis, le compromis va être trouvé, à mon avis, de toute façon. Hein. Le seul truc qui m'embête encore dans les discours, c'est que quand les clubs disent « les salaires augmentent », mais là, la cause, c'est pas oui, on peut parler de l'offre et la demande, mais si on se met d'accord puis qu'on dit « écoutez, voilà, un étranger, ça vaut tant », un défenseur suisse droitier avec de l'expérience, ça vaut tant. Il n'y a personne qui met un flingue sur la tempe du directeur sportif qui donne 700 ou 800 000 à un joueur. Je veux dire, c'est bien pour le joueur, très bien. Il gagne le maximum, pas de problème. Mais il ne va pas refuser une offre pareille, même si c'est 300 ou 400, donc ce qui est un peu plus raisonnable et plus dans les 700, 800, il y en a peu qui gagnent ça. Mais voilà, je pense qu'il faut rappeler quand même que c'est les clubs qui offrent les salaires et les joueurs qui acceptent ou non. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire, oui, mais de mettre la faute sur le système, c'est un peu. Non, surtout quand on a contribué à façonner ce système. Hein. Voilà. Sébastien nous dit c'est facile à dire maintenant que le club est à la peine, en reprenant les propos de Marc Luthy. Disons que les choses sont moins florissantes. J'en avais parlé cet automne, on en avait parlé dans les podcasts, j'en avais parlé dans ma chronique. Pourquoi ces réformes arrivent? Oui, il y a le COVID, mais pourquoi ces réformes arrivent sur le plancher maintenant? C'est parce que Berne, c'est aussi Marc Luthy, la séparation avec la fédération, c'est Marc Luthy qui est derrière ça. Le plafond salarial, c'est Marc Luthy qui donne une immense impulsion. On le sait, c'est un homme d'influence, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un de très, très, très influent. Et puis, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Berne, un peu, sent que les autres équipes grimpent au niveau des infrastructures, des revenus, qui lui, il ne peut plus aller plus loin. Il était de loin devant avec Zurich pendant des années, puis Lugano avec son mécène. Et maintenant, les autres équipes progressent, puis lui, il dit, moi, j'ai de la peine à compétitionner. Regardez les transferts on peut blâmer Châtelain pour les transferts des dernières années, mais est-ce qu'il avait les moyens d'offrir le 100 000 de plus qu'ils offraient il y a 10 ans? Non. Alors là, il se dit, si Marc Luthy va pour se plaindre que les autres font ce que lui, il a fait pendant des années, c'est un peu ordinaire. Puis c'est vrai qu'il il le dit lui-même, ça ne l'arrange plus, donc on change les règles. On l'avait dit, ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Puis si ça marche, c'est les autres dirigeants qui ont qu'à dire, non, Marc, tu veux changer les règles, nous, ça ne nous intéresse pas. Si c'est pour que tu veux revenir champion, puis ça ne t'arrange plus, non. Ils ne décident pas tout seuls. Si les autres acceptent, c'est leur problème après. Bon, il y a des clubs comme Ambry, comme Langnau qui vont accepter parce qu'il y a une contrepartie qui est intéressante pour eux. Voilà, le package global. Et c'est pour ça qu'ils voulaient décider d'un paquet global et communiquer seulement après. Et il y a eu des fuites. Et ça, alors dans l'article du Berner Zeitung, dans l'interview de Marc Luthy, il explique « Je déteste ça, on discute quelque chose entre nous et il y a des gens qui le disent plus loin. Ça ne va pas. Et c'est aussi un des problèmes peut-être qu'il faudra régler à l'avenir au niveau de la Ligue. » Et puis on va rappeler que… Après, ce que je trouvais… Excuse-moi Jérôme, on va rappeler que Florent Schelling a dit dans un article de la Berner que l'année prochaine, l'enveloppe budgétaire pour l'équipe serait plus basse d'1 million de francs. Donc, il y a aussi cette problématique-là qu'il faut mettre sur la table par rapport au CP Berne. Je te rends la parole, Jérôme. Mais 1 million, ça fait combien en pourcentage à Berne, ça? Ça fait moins. Je suis pas bon avec les pourcentages. Ouais, ça fait moins qu'ailleurs. À Berne, déjà que tu n'as plus Blum sous contrat, tu viens d'en sauver 700. Tu ne renouvelles pas Blum, mais tu prends un petit junior, tu viens de sauver 700 000. Ah, puis il y a Pestoni, Bourron et Heim qui s'en vont. Voilà, donc c'est pas si catastrophique que si tu dis à Ambry on coupe d'1 million ou si à
à Fribourg, moins, mais je veux dire, bien une couple de millions. Je veux dire, le pourcentage de réduction. Puis vous avez remarqué une chose, moi, c'est un truc qui me dérange un petit peu à Berne, qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est Florence Schelling qui l'annonce. Hein? Non, mais c'est sympa pour elle, par contre. À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est elle qui prend les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, c'est Marc Lutti qui les annonce. Mais par contre, ouais, justement, moi je trouve intéressant ce qu'a dit Stéphane par rapport à Berne qui était devant tout le monde. C'est vrai que la patinoire à Berne, elle n'a pas changé depuis de nombreuses années. Alors qu'il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle à Lausanne, il y en a une nouvelle à Bienne. Il y a même Langnau qui a fait des travaux à Lille-Fils. Il y a Fribourg, il y a Zoug. Et c'est vrai que peut-être que Berne est un précurseur. Tout le monde s'est inspiré des hommes de la capitale. On a voulu faire la même chose avec des VIP, avec des plus grandes patinoires. C'est limité. Beaucoup de revenus. Et puis là, Berne, c'est vrai, je ne sais pas depuis combien de temps cette patinoire est comme ça à Berne, mais c'est vrai que ça fait un moment que ça n'a plus bougé. Hein. Le championnat du monde 2009, elle a été rénovée. Une dizaine d'années. Et puis, notons aussi que Berne, c'est prévu, hein, les travaux. Il y a un projet qui est en route, et puis il y a aussi un projet de centre de formation à Berne, dans l'idée de ce que Zoug a mis sur pied. Pas dans une format un peu réduit. Ils ne savent pas encore quel endroit. Ils sont en train de discuter avec les communes, avec la commune, pour savoir dans quel endroit il va être construit. Mais ça va être un centre avec des chambres, avec des salles, avec des salles de force, avec une patinoire, voire deux. Peut-être que la chose se met en route et puis qu'on prend les bonnes idées ailleurs aussi. Il y a Fabien qui nous dit aussi que Berne doit souffrir énormément avec les huis clos et les restos qui sont fermés à la patinoire et en ville de Berne. Lausanne et Berne ont été leur modèle, parce que Lausanne a calqué son modèle sur celui de Berne avec l'événementiel, puis les restaurants, etc. Donc, et puis là, c'est le pire scénario pour eux, honnêtement, au niveau business plan. Mais lorsque la vie reviendra normale, je pense que le business plan va toujours fonctionner, à Berne comme à Lausanne. Messieurs, on a encore 2 questions d'arbitrage, celle de Fred. Alors, elle est longue et je n'ai pas eu le temps de bien la lire. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête contre Eric Fer suite à sa charge à la tête contre Christophe Berchi lors du dernier duel entre Genève Servette et Lausanne? Il continue en disant qu'il n'y a pas eu aussi d'enquête contre Claudio Cadonau qui a blessé quand même plusieurs joueurs, et on ouvre une enquête contre Marty pour sa charge contre Stolberg. Pourquoi on n'ouvre pas une enquête pour chaque charge à la tête? Que fait le juge unique? Merci pour votre retour. Je ne le sais pas. Et on se pose toujours les mêmes questions entre nous quand on en parle. Hein? Même celle de faire sur Berchi, on a établi que c'était probablement un full body contact. Et puis voilà, c'était peut-être pas clair. Celle de Marty, je pense qu'ils ont fait leur job sur ça. Je ne sais pas combien de matchs maintenant, mais Berchi mérite. Ça n'a pas encore été annoncé pour l'instant, parce que comme Lausanne n'a pas joué hier, ils vont peut-être annoncer demain. Voilà. Et puis Cadonau, évidemment, il passe entre les gouttes. Bon, ça, sur le coup, c'était une dure mise en échec. C'était pas suspension automatique. Celle sur Netinen ne méritait pas de suspension. Mais par contre, sur Peterson, oui. Voilà, lui, il devrait être sanctionné pour l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Mais voilà, il est passé entre les gouttes surtout pour sa charge contre Peterson, à mon avis, Cadonau. Ouais, puis Nolan Diem de Langnau, il a toujours pas rejoué. Hein. C'est Noro, non? C'est Noro. Ah oui, c'était Noro. Oui, c'était Noro. C'était Noro, mais on en avait parlé. Mais voilà, il est out quand même, et ça a été jugé pareil, full body contact. Aussi, j'ai toujours dit, il faut arrêter, j'en parle souvent avec les arbitres, il faut arrêter de chercher. Les arbitres, eux, ils ne veulent pas donner une charge contre la tête. S'ils arrivent à la vidéo, puis c'est pas vraiment une charge contre la tête, s'ils le chopent partout, puis en même temps contre la tête, c'est pas évident. Le règlement dit que ça doit être le principal point de contact. S'ils ne sont pas sûrs que c'est le principal point de contact, eux, ils se disent on s'abstient. Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air con, parce qu'ils se font aussi taper sur les doigts, hein, parce qu'on a des dirigeants omniprésents cette année. Et puis, les gars, ils ne veulent pas prendre de chance. Mais je l'ai toujours dit, il faut arrêter avec ça. Même en NHL, vous avez vu la charge de notre Tom Wilson là, à la tête, etc. Il y en a encore qui ont dit c'était pas vraiment que contre la tête. Alors, mettons une nouvelle règle, charge dangereuse, charge inutile dangereuse. Les arbitres peuvent toujours pénaliser pour dureté excessive ou charge incorrecte, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le règlement. Voilà. Et puis, je pense qu'il faudra y venir une fois. Si c'est très, très haut, très dangereux, on ne va pas commencer à sortir l'équerre, le compas, puis faire des zooms. C'est dangereux. Tu as été, comme on dit en anglais, careless. Tu n'as pas fait attention. Tu as mis la santé en danger. Et merci, bonsoir. Mais est-ce qu'on va y venir? Peut-être avec le nouveau règlement de NHL, on verra, mais le règlement de NHL n'est pas plus sévère, et pas du tout plus sévère à ce niveau-là, si jamais. Non, mais il a quelque chose d'intéressant, et c'est Sébastien Besse dans le chat qui le rappelle, c'est que les arbitres, quand ils ont un doute, ils peuvent aller voir la vidéo sur une charge qui mériterait 5. Ça aurait peut-être
détendu la chose vendredi entre oui. Fribourg et Lausanne, parce que sur le live, c'était très difficile de voir le point de contact. Par contre, il y avait un excellent ralenti. On voit clairement que Marty il touche Stolberg à la tête. Et puis, juste pour compléter la réponse à Fred, le juge unique, lui, c'est pas lui qui. Enfin, il ouvre les enquêtes, mais sur recommandation glace, c'est du pas lui. PSO. Donc voilà, si le PSO dit ça mérite pas une enquête, bah, il va pas ouvrir une enquête. Ensuite, on va rester sur Marty et Stolberg, puisque Fabien nous demande est-ce qu'on reverra Stolberg en cette fin de saison, surtout sachant qu'on n'a pas de contrat la saison prochaine, qu'il n'y a pas de contrat pour la saison prochaine. Je sais pas, Jérôme, peut-être est-ce que toi tu as un avis? Non, écoute, je sais pas pour combien de temps il en a, Stolberg. Et puis, Est-ce qu'il va forcer la question? Est-ce qu'il va tout faire pour revenir? Voilà, donc le gars qui n'a pas de contrat l'année d'après arrive en playoff, c'est deuxième commotion de suite, en tout cas deuxième fois touché à la tête. Là, on n'a pas diagnostiqué avec Isaac. Il revenait d'une commotion. On peut penser que rapproché. On peut penser qu'il en a pour un moment, ouais. Est-ce que humainement, vous êtes attends, là, vous n'avez pas voulu me renouveler? Bon, on sait pertinemment bien que Fribourg aimerait bien le garder si on réussit à placer Brodin ailleurs. On ne va pas se le cacher. Brodin a été offert à plusieurs clubs. Et puis, mais là, si tu es dans la peau de Stolberg, tu dis attends, moi, je vais risquer ma santé là, pour une équipe qui ne veut plus m'avoir l'année prochaine. Est-ce qu'il va le faire, humainement parlant? Je pense que tout le monde à Fribourg pense quand même que la santé d'un joueur de hockey est largement supérieure à son apport sur la glace. Je pense qu'il n'y aura même pas de discussion. Là, il doit passer des tests maintenant. Stolberg commençait aujourd'hui, je crois, pour savoir, la gravité, combien de temps. Après le temps, on sait tous comment c'est avec une commotion. Et puis Brodin, au niveau du retour au jeu, c'est pas gagné non plus. C'est très flou. Donc, Fribourg pourrait bien devoir jouer les playoffs avec la fin de la saison régulière et les playoffs avec trois joueurs étrangers. Ouais, Brodin, c'est pas gagné non plus. Hein. Oui, parce que c'est aussi une commotion, on le rappelle. Et ça va faire mal à Fribourg, sincèrement. Parce que Brodin, s'il avait pu jouer, c'est un joueur d'énergie en playoff, il peut te rendre des bons services, je pense. Mais honnêtement, ça va faire mal à Fribourg. C'est une ligne, là, c'est de la c'est nettement moins percutant. Ça, c'est sûr, offensivement. Royer qui a fait un bon boulot quand il a été mis sur cette ligne-là, mais c'est pas Stolberg. Quoi. Il a pas les mêmes qualités. Contre Genève samedi, offensivement, c'est le néant. Messieurs, on va passer au sujet suivant. On va juste prendre le commentaire de Quentin Delavie, qui est un avocat de cette situation. Il dit Stéphane Rochette, juge unique ou membre PSO. Ça fait 3 ans que je le demande. La Ligue devrait regarder MySport français et Overtime. Merci Quentin pour ce commentaire. Le sujet suivant. Dans un conflit d'intérêt, je ne pourrais pas faire les deux. Là. Parce que moi, sur le plateau, si je deviens juge unique puis je suis sur le plateau, je vais toujours défendre le juge unique. Ça ne te fait pas peur, ça, Steph? Non. Hein? Je fais ça à la retraite, tranquille, regarder les matchs tranquille, etc. Tac. Je serai dans le War Room comme ils font en NHL. Là, je vais m'asseoir avec Paul-André Cadieux, puis 3-4 gars, on va regarder les matchs. Quand les gars vont nous appeler, il y a un goal ou pas un goal, on va regarder ça, on va discuter le bout de gras. Poser les chips. Exactement. ça promet. Un sujet qu'on voulait aborder, c'était que jeudi, Davos a annoncé l'engagement de Jan Alston au poste de directeur sportif. Finalement, qu'en pensez, Jérôme, de cette nomination? Il fallait quelqu'un pour remplacer Raffiner qui est parti à Berne. Ils sont partis sur Jan Alston, qui a quand même beaucoup d'expérience à ce poste du côté du Lausanne Hockey Club. Si je ne me trompe pas, il était déjà là c'est lui qui a fait monter Lausanne en Liga en 2013. Il a réussi à installer Lausanne aussi durablement en National League. Donc, pour ce poste, il a beaucoup d'expérience. Après, est-ce qu'il en a plus ou moins que Raffiner? Ça, c'est à voir. Mais ce que j'ai pu lire, c'est que peut-être du côté de Davos, on a un petit peu peur par rapport aux jeunes, parce que du côté de Lausanne, il n'y a pas forcément eu beaucoup de jeunes sous Jan Alston. Et on sait qu'avec Davos, il y a quand même eu des joueurs comme Heinen, Barandoun, Baumgartner. Ils sont allés chercher Valentin Nussbaumer à Bienne. Donc, on aime bien faire jouer des jeunes du côté de Davos. Alors, est-ce que ça sera encore le cas dans les Grisons sous Jan Alston? Il faudra voir. Mais je pense que c'est une bonne chose pour Davos. Et il y a une bonne question là qui vient de tomber de Sébastien Bess. Est-ce que Jan Alston va récupérer les joueurs que Lausanne ne voulait plus? Jean-Philippe. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas quels sont ses plans. Je lui ai pas encore parlé à Yann. Lui, il prendra son mandat, je crois, au 1er mai parce que Lausanne le paye encore jusque-là, si je me souviens juste.
Et puis, par contre, je pense qu'il va y avoir des adaptations à faire dans son style de GM, hein, parce que Raffiner, il avait vraiment amené quelque chose de nouveau. Raffiner, c'est un gars qui est pas très proche de l'équipe, qui va de temps en temps au vestiaire avant le match, qui va voir un jour après le match discuter de points précis avec les coachs. Et il donne beaucoup de confiance au staff. Et Jan Alston, de son temps à Lausanne, c'est quelqu'un qui aime être très, très proche de la glace, très proche du vestiaire. Certains joueurs, certains entraîneurs n'ont pas trop aimé hein, ce côté-là, peut-être envahissant, mais bon, au final, ça a fonctionné, on a vu ce qui s'est passé. Ça, c'est une adaptation qu'il faudra faire, ou dans un sens ou dans l'autre. Et puis, on se souvient, comme journaliste, de la communication du LHC au moment où il y avait le duo Weibel-Alston à la barre. C'était difficile d'obtenir des informations, c'était difficile pas de travailler avec, parce que ça restait très courtois, toujours sympa, mais par rapport à ce que Raffiner a mis en place et la culture de la communication à Davos, il y a un fossé énorme. Ouais, c'est vrai que c'était le jour et la nuit, excuse-moi Jean-Philippe, entre Jan Alston qui dit rien du tout, et puis qu'on confirme qu'en fin de saison que les contrats ont été signés, et puis Raffiner qui nous donnait quasiment la liste des blessés chaque jour, à quelle heure et l'agenda des joueurs. Pourquoi? Puis voilà, c'est ça. Voilà, je te laisse dire. J'ai discuté avec Raffiner un moment l'autre jour à Berne, et il me disait, mais que je vous dise qu'il s'est fait mal à l'épaule et puis qu'il en a pour 3 semaines, mais autant vous le dire parce que c'est votre job de le trouver, puis je sais que vous n'arrêterez pas de chercher avant de l'avoir trouvé et vous allez le trouver. Ah, le constat est assez juste, c'est juste à quel moment on va le trouver. Mais voilà, donc lui, il part du principe que soyons francs, soyons ouverts. Après, en play-off, les choses changent un petit peu, évidemment. Puis les joueurs, de toute façon, quand tu voulais cacher des informations de vestiaire dans cette ligue-là, là, les coachs, les joueurs se connaissent tous. Là. Ils ont tous joué avec un puis l'autre, ils s'écrivent, etc. C'est un réseau, c'est une grande famille, tout ça. Là. Ils jouent un contre l'autre, mais ils ont tous joué une fois avec un, avec l'autre, en junior, avec l'équipe suisse. Etc. C'est tous des gars qui se recroisent, puis qui s'écrivent, puis qui se chattent et tout. Pas compliqué. Les joueurs de Lausanne savent qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire à Davos, puis ceux de Davos savent ce qui se passe à Lugano, puis Lugano à Zug. Je veux dire, Grégory Hoffman descend au Tessin régulièrement pour voir ses potes, etc. C'est le reste des êtres humains qui ont des relations, puis c'est leur monde à eux, puis les gars, ils se parlent, quoi, au bout d'un moment. Voilà. Et puis Alston, il a laissé un très bon souvenir à Davos. Il a joué une année là-bas, donc il connaît un peu la maison. Ouais. Et c'était 35 matchs, 50 points en 95-96. Voilà, bon, le nom est gravé quelque part dans le cœur des supporters. C'est déjà un petit plus. Ah, puis il parle l'allemand. Moi, j'ai une petite anecdote sur Raffiner quand il était encore à Davos. On était à la conférence de presse et puis il dit qu'un de ses joueurs, je ne sais plus lequel, qui est blessé au cervical et il s'est excusé parce qu'il ne savait pas laquelle c'était exactement. Ça avait bien fait rire tout le monde, mais ça montre comment il était, effectivement. Non, mais Raffiner, c'est un excellent communicateur. Et puis Stéphane, pour rebondir sur ce que tu disais, en plus, les joueurs blessés, c'est facile de les croiser aussi pour nous dans les patinoires. Donc, allez leur poser la question simplement comment ça va. Et puis, on a des informations assez faciles dessus. Hein. C'est ça, au bout d'un moment. Voilà. Mais c'est dans les playoffs que tu ne veux pas le dire parce que tu joues une série de 7 matchs. Puis au bout du deuxième match, il y en a un qui ne finit pas le match. Donc, puis il est blessé à l'épaule, mais je peux quand même jouer avec un tape, c'est une petite entorse. Donc, tu ne veux pas que l'autre équipe le sache parce qu'ils vont y taper sur l'épaule droite. Les gens trouvent ça épouvantable quand on dit ça. Mais tu sais qu'un gars mal à l'épaule, complétez vos checks, les gars, on va le sortir pour de bon. Quoi. Ça ne se dit pas. Il n'y a pas un coach qui va dire ça. Mais les gars ne sont pas fous. Donc, c'est pour ça qu'on cache haut du corps, bas du corps, côté gauche, côté droit. Voilà. Donc, commotion, la meilleure que j'avais entendue, c'est une commotion au cerveau gauche. Ça m'a fait rigoler, ça. Non, mais alors ça, on peut rappeler la définition du haut du corps par Hans Kessmann et du bas du corps. C'est que tout ce qui est le haut du corps, c'est du sommet du crâne jusqu'aux chevilles, et le bas du corps, c'est des orteils jusqu'au cou. Voilà. Voilà, donc si jamais vous entendez haut du corps, bas du corps... Pensez-y, voilà, on souhaite bonne chance à Yann du côté de Davos. On espère qu'on verra une communication différente aussi. Il va commencer le 1er mai, parce qu'il est toujours payé par Lausanne jusqu'au 30 avril. Donc, il s'était licencié, mais il avait un contrat encore valable cette année. C'est un contrat garanti, donc il va commencer que le 1er mai à Davos. Mais je le soupçonne de suivre pas mal le hockey cette année. Ah, il doit être quand même bien, il doit se tenir au jus. Hein. Il fait des formations pour rester à la page. Ouais, il est déjà en recherche de sa page. Ça fait non, il regarde, il évalue des joueurs. Ça, il a le droit. Hein. C'est pas parce qu'il est payé par Lausanne qu'il n'a pas le droit de
de se renseigner et puis d'évaluer les joueurs. Je vais dire ça comme ça. Ah, messieurs, ce qui reste à discuter, c'est la lutte pour le top 6 qui bat son plein en National League. On va en discuter, mais surtout, on va commencer par la question de Nicolas Puccio, qui nous l'a posée dans la publication d'hier. Faut-il s'inquiéter pour Genève avec cette nouvelle série juste avant le début des playoffs? Et Lugano pourrait-il être l'épouvantail de ces playoffs? Jean-Philippe. Sur ce que Genève montre ces temps par rapport à ce qu'il a montré, oui, on peut se faire du souci. D'un autre côté, si on regarde, est-ce que Genève a perdu son jeu? Non. Ils ont chaque fois été proches. Ils ont perdu souvent d'un but. Ils ont été punis de manière assez régulière. À chaque petite erreur, il y avait un but adverse. Et du coup, ça fait mal au moral. Quand on regarde le match contre Fribourg, le dernier là au Vernet, perdu 3-2, il tire 38 fois au but. Et en face, il y a Reto Berrin. Il y a peut-être tout d'un coup encore une crosse fribourgeoise qui se met devant. Il faut dire que les Fribourgeois avaient envie aussi de montrer que défensivement, ils tenaient la route après ce 5-7 là, contre 7-5 contre Zug. Ils avaient aussi déjà bien répondu avec le match de Lausanne. Mais, ils ont donné que 11 shoots aussi. Je veux dire, Fribourg a tiré 11 fois au but maintenant. Mais je pense que depuis que je suis à MySports, les gars, où je vais plus tous les comptes rendus, puis vous aussi, c'est le plus bas total que j'ai vu dans cette ligue en 4 ans. J'ai vu des 14, des 15, des 17 et des 11 shoots au but en 60 minutes. Ouais, si au final, ça te permet de gagner les 3 points. Après ça, c'est pas comment, c'est combien, mais 11 shoots, ça veut dire que tu n'es pas allé souvent dans le terrain adverse. Hein. Et puis, c'est drôle parce que Fribourg a été l'équipe qui a le record positif de tirs au but. C'était contre Davos, plus d'une 60aine de shoots. Et là, c'est 11 tirs au but. C'est comme, là, tu es coach, puis tu finis le match, tu dis, bon, OK, celle-là, si on refait ce match-là, on va le gagner une fois sur 20, c'est à ce soir. Bon, ça s'équilibre un peu parce que c'était un petit peu, si je me souviens juste, dans les confrontations Fribourg-Davos, Fribourg-Genève, pardon, Fribourg avait dominé sans pouvoir aller chercher des points. C'était 40-20 le dernier match. Et c'était aussi arrivé contre... Si vous vous souvenez, il y a eu deux fois 6-0 pour Lausanne contre Fribourg, mais il y a un des 6-0, rien à dire, et puis l'autre, c'était aussi une avalanche de shoot fribourgeois, et puis ça avait tourné dans l'autre sens. Donc, sur une saison, ça s'équilibre. On a déjà entendu ça. Ah non, mais c'est sûr, c'est certain, parce que c'est vrai que la dernière fois que Fribourg a perdu à Genève ne méritait pas de gagner, mais la domination était quand même assez... tu sais, en dessous des casques, tu te retournes, tu dis OK, on en a volé 3 points ce soir, on s'en est déjà fait voler, donc ça s'équilibre. Et tu te poses quand même des questions. Tu te dis, putain, 11 shoot, 11! Ouais, mais il faut voir aussi comment. Il faut voir le premier but c'est que des erreurs individuelles, hein, les buts fribourgeois. Ils ont réussi à tirer avantage de ça. Bougro qui surprend des clous, je crois que sur la saison, il n'en a pas pris un comme ça. Après l'erreur de Smons qui va aussi, enfin de Smons, ils sont deux. Il y a deux, j'ai oublié le nom de l'autre, c'est Winnick. Ils vont les deux sur Jörg, qui lui joue bien le coup. Puis ensuite Marchand aussi joue bien le coup pour déjouer. Ouais, voilà quoi. Ces petites choses-là, il faudra en tout cas essayer de les gommer dans les matchs qui arrivent. Puis ce n'est pas des matchs faciles. Hein. Si on reste sur Genève, il y a à Berne, à Lausanne, contre Bienne, oui ou non, on ne sait pas si ça jouera, on pense que peut-être oui, et contre Lugano. Finir deux fois la maison, mais bon, honnêtement, mathématiquement pas, mais on peut dire que Fribourg, ils vont finir top 6. Ah, Fribourg, ouais, voilà, je parlais de Genève. Hein. Ah, ok, excuse-moi. Ça, c'était la question de calendrier de Genève. Genève, c'est vrai que... C'est un calendrier contre des adversaires directs, à part contre Berne. C'est une victoire. Ouais, puis Berne, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment? Est-ce que Berne, bon, ils vont être plus ou moins bons maintenant pour 9e ou 10e, ça s'est réglé, mais pas mathématiquement, mais on les voit mal se faire rattraper par Ambry. Est-ce que c'est pas un bon moment d'affronter Berne par rapport au début de saison, mais c'est peut-être pas le pire. C'est peut-être pas le pire, oui. On va discuter du classement point par match, hein, parce que c'est ce qui va définir la participation au play-off. Je ne sais pas si Mickaël peut nous l'afficher. Sébastien Staub nous dit que ça va être dur pour Bienne de se qualifier, sachant que ça va jouer au nombre de points par match et qu'ils vont moins jouer à cause de la quarantaine. Finalement, Bienne, pour l'instant, ils sont plutôt en sécurité. Ils peuvent gagner des places sans jouer, puisque s'ils restent à 1,63, si Genève perd des matchs, ils vont passer sous 1,63. Donc Bienne pourrait être dans le top 6 sans jouer. Jérôme. Ouais, et puis là, on peut se demander si c'est très fair-play. Parce que si on fait le nombre de points normaux,
on peut que stagner et augmenter ses points. Par contre, si vous faites le nombre de points par match, vous pouvez reculer. Ouais, mais si Genève perd tous ses matchs maintenant, ils peuvent reculer. Donc après, on peut se demander, est-ce que si Bienne gagne une place sans jouer, est-ce que c'est vraiment au niveau de, je sais pas, au niveau de la morale? C'est que Genève aurait fait pire, quoi. C'est en fait, à la moyenne, c'est celui qui fait le pire qui passe pas. Puis après ça... Ouais, mais moi, je me mets à la place des Genevois. Vous êtes devant Bienne, Bienne ne joue plus, vous continuez à jouer parce que vous n'avez pas de cas de Covid, et puis malheureusement, ça ne tourne pas pour vous perdez les matchs et vous passez en dessous. Alors que si vous n'aviez pas joué non plus, bah, vous étiez devant. Donc, je sais pas, moi, ça me pose un petit problème. Il n'y a aucun risque. Bienne ne peuvent pas perdre ils ne peuvent pas baisser sa moyenne. Ils ne peuvent pas baisser. Parce que s'ils jouent et ils perdent, ils baissent sa moyenne. Tandis que Genève peut baisser sa moyenne. Je comprends l'idée, mais l'idée de la moyenne, c'était que de dire on ne va pas tous arriver au même nombre de matchs. Et puis en NHL. L'idée de la moyenne, elle est juste, moi, je trouve. Mais c'est juste maintenant, c'est que Genève est devant Bienne, Bienne arrête de jouer, et puis vous avez une équipe qui continue, et si elle fait des mauvais matchs, elle peut passer dessous. Et ça me dérange un petit peu. Jérôme, que Genève devrait passer en quarantaine. Non, je dis pas ça, je parle de l'équité. Est-ce que vous trouvez normal qu'une équipe gagne une place sans jouer? Jérôme, est-ce qu'on peut avoir les états d'âme qu'on veut? Le règlement, il est comme ça, il ne changera pas, et on n'a aucune prise dessus. Et surtout, il est accepté par les équipes. Voilà, il faut le prendre comme ça. C'est comme les pré-playoffs. Les joueurs n'aiment pas trop parce que si tu te retrouves là et que tu as 17 points d'avance sur le 10e, alors que tu as cravaché toute la saison, puis qu'en 3 matchs, tu peux te faire sortir, ou en 2, ben, je peux comprendre que ça dérange et que l'équité sportive, fondamentalement, sur une saison, peut être mise à mal, mais c'est comme ça. Donc, bah évidemment, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est un cas de figure un petit peu spécial. Mais tu peux le prendre dans l'autre sens. Mets-toi à la place des Biennois. Ils étaient sur un trend incroyable. Tout fonctionnait. En discutant un peu, on me dit mais là on était bien. Puis Genève n'allait pas terrible. Imagine si Bienne avait pu continuer de jouer, il serait peut-être pas 7e, il serait déjà peut-être 6e. Donc, on peut voir les choses des deux côtés. Je pense que Sébastien Besse résume assez bien. Genève n'a qu'à gagner ces matchs au lieu de spéculer. Au moins, ils ont le destin de leur main. Bienne n'a pas son destin entre ses mains. Ils doivent capitaliser sur les défaites de ceux qui sont défaites des autres. Tandis que Genève, ils ont leur destin entre les mains. Si vous gagnez des matchs, si vous regardez la moyenne actuelle, il s'agit de gagner un petit peu plus qu'un match sur 2 jusqu'à la fin. Et puis c'est bon. Ouais, mais ils vont à Berne et ils vont à Lausanne, les deux suivants. Bon, M. Maillard nous a dit samedi soir que c'était à Lausanne. Aller à Lausanne pour Genève, c'est une formalité. C'était des 3 points acquis d'avance. À notre antenne. M. Maillard l'a dit, mais évidemment, il l'a dit sur un ton de la provocation. Il a dit, il y a une boutade. Et je sais que ça n'a pas plu beaucoup de monde. Il a dit, Genève, c'est une formalité. Et puis, est-ce que Berne est une destination si compliquée de nos jours? Quand on voit ce que Lugano a réussi à faire coup sur coup, on va dire non. Mais Genève n'est pas Lugano et n'est pas du tout dans le même trend que les hommes de Pelletier. Lugano, c'est la meilleure équipe depuis 2 mois, les garçons. C'est 17-4 ou 18-4 ou quelque chose comme ça dans les 2 derniers mois. Là. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont peut-être finir 2e au classement. Donc, moi, je tire mon chapeau au staff actuel, qui sera visiblement plus le staff prochain. Mais je pense qu'ils connaissent une saison au maximum de leurs possibilités. On les annonçait assez bien cette année, mais après ça, peut-être qu'ils vont finir à 1 point devant le 5e, vous allez me dire, etc. Mais je pense pas parce que la saison qu'ils connaissent, elle est fabuleuse. Ils vont être. Moi, je les vois bien dans le top 4 avec ce qu'il leur reste à jouer. Ouais. Ils jouent Lausanne à domicile demain, et puis Langnau à domicile, à Rapperswil, et ils terminent à Genève. À mon sens, Lugano, avec l'avance qu'ils ont maintenant, je les vois bien dans le top 4. Par contre, il y a une équipe, on parle de la 7e place, il y a une équipe dont on n'a pas encore parlé, c'est Zurich. Oui. Parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Non, ils ne sont pas bien du tout, les Zurichois. 2 victoires dans les 9 derniers matchs. Grunberg est sur les nerfs, mon homme, il paraît que c'est incroyable. Vous avez peut-être vu. On l'a vu. D'ailleurs, il s'est pris de bec avec Tangnus. En anglais, moi je pensais que c'était en suédois. En suédois, c'était en suédois. En suédois, ok. Ouais. Bon, moi, je connais quelqu'un une jeune photographe qui était sur place qui a dit qu'elle a rien compris, elle parle très bien anglais. Voilà. Il y a les médias suédois qui ont repris le truc parce que c'est une petite sommité quand même là-bas, M. Brunborg. Monsieur Brunborg, il est plus stressé qu'il était. Hein? Mais vous pensez franchement que Zurich pourrait sortir du top 6?
Ils vont pas tout à coup se dire bon, faut peut-être qu'on joue au hockey sur glace. Si c'était, je pense que ça doit faire 2-3 semaines qu'ils doivent se le dire, là, parce que quand même 2 victoires en 9 matchs, il y a quand même quelqu'un, il doit être un petit peu péril dans la demeure. Moi, on parle de Genève, mais c'est pire à Zurich. Hein? Grunborg avait dit dans la presse, maintenant, il faut que je vais donner du temps de glace. Il y a qu'une seule chose que les hockeyeurs comprennent, c'est le temps de glace. Alors, je vais donner du temps de glace à ceux qui veulent, et puis les autres, ils seront assis. Et on a vu Prassel jouer en deuxième ligne, on a vu des seconds couteaux être poussés vers l'avant. Ça n'a pas beaucoup de changé les choses. Et enfin, peut-être tu parles est-ce de que couteau, c'est dû, est-ce que c'est dû Est-ce que c'est dû à Zurich, à ces blessures d'étrangers, où ils sont allés chercher aussi les étrangers de Grasshopper, et puis ils ont beaucoup fait tourner. Est-ce que ça, tout à coup, il manque des automatismes, peut-être tout à coup, maintenant? Bon, ça, on a vu 2-3 choses avec le retour de Garrett Rowe quand même, mais en même temps, Rautiainen qui est venu en remplacement de Peterson quelques matchs, il était plutôt pas mal. Hein. Il est quoi? Il a 0,6 points par match ou un truc comme ça. On a cité le calendrier des autres équipes. On va citer celui de Zurich puisque j'ai parlé sous les yeux. Donc demain contre Ambry, jeudi à Davos, samedi contre Lausanne et puis le lundi suivant à Langnau. Langnau qui est une équipe qui n'a pas beaucoup réussi au Lyon Zurichois. Ambry non plus. Saison, hein. Ambry non plus. Ambry, c'est 3 défaites, hein, il me semble, de tête comme ça. C'est un calendrier compliqué compte tenu des circonstances. Effectivement, Grunborg va devoir trouver une solution pour assurer une place dans le top 6. C'est vrai que c'est peut-être le facteur X de l'équation du top 6, ce Zurich-là. Moi, ce qui m'interpelle à Zurich, c'est Grunberg, tu disais, il commence à punir des gars, puis il descend des gars. Non, pas punir. Les descendre dans le roster. Là, mais pour un tiers ou 2, et puis il essaye de. C'est ça, mais des fois, ces gars-là, tu les piques, mais des fois, ils décrochent aussi. Ils disent, tu veux faire ça, gros? Tu verras que moi, j'ai un contrat garanti pendant 3, puis pas toi. Donc, mais souvent, les joueurs ont aussi un certain pouvoir. C'est un jeu dangereux. Ça peut avoir un effet, mais c'est un jeu dangereux. Puis moi, quand j'entends ça, je n'avais pas entendu ça, ce que tu m'apprends. C'était dans le Blick. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un peu de panique. Il joue peut-être des cartes un peu dangereuses, des dernières cartes. Il y a peut-être un peu de panique du côté de Zurich, mais ce qui m'étonne, moi, ce qui m'interpelle à Zurich, c'est la qualité de leur gardien. Je veux dire, clairement, c'est Weber qui a la pole position cette année, qui est devenu premier gardien. Il n'était pas engagé pour ça. Et je pense que Weber n'est pas encore prêt. Je suis un gardien talentueux que j'aime bien, mais il n'est pas encore prêt pour assumer un rôle de premier gardien incontestable, dominant, etc. Et je pense que Zurich, peu importe où ils vont terminer, je pense que Zurich ne sera pas un contender, un candidat au titre cette année à cause de leur gardien. Comme Berne, les gens disent Berne vont surprendre. Non, Berne avec leur contingent, même avec Conacher, si ça a été un peu mieux offensivement, je trouve que dans le but, ils ne sont pas assez dominants parce que si tu veux espérer avec un contingent moyen aller jusqu'au bout, tu dois avoir un gardien qui arrête tout pendant 2 mois. Mais je pense que ça ne va pas arriver. À mon avis, les équipes qui sont prétendantes au titre, c'est les équipes qui ont des gardiens de premier plan. Moi, j'ai une question pour vous, là. Grunborg, c'est sa première expérience avec un club. Il a eu beaucoup de succès avec les sélections. Vous pensez que maintenant, c'est vraiment la première petite crise qu'il traverse, puis il cherche un peu son chemin? Oui. Je suis aussi d'accord avec ça. Ouais. Moi, je pense que aussi on avait entraîné une sélection sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avec tous des joueurs de talent. Il faut juste être chef d'orchestre, puis mettre les bonnes pièces, puis rendre tout le monde heureux. Tu n'as pas de gestion au quotidien, de crise, de haut, de bas. C'est trop chill la Suède, sérieusement. Voilà. Il y a pire. Quand tu vas au championnat du monde, tu es sûr que tu as une bonne équipe. Après, est-ce qu'ils vont se rendre au bout ou non? Je veux dire, voilà. Puis là c'est le day-to-day basis, c'est la gestion quotidienne, c'est compliqué. La première année, c'est allé super. L'année passée, franchement, Zurich, le style de jeu, tout, c'est une équipe méconnaissable. Puis on entend beaucoup de bonnes choses sur ses connaissances hockeyistiques, sur ses connaissances du truc. Il est incroyable. On entend beaucoup de bonnes choses. Les joueurs l'apprécient. Après, il faut gérer les mauvais. Il est en plein dedans. Lui, il se dit coach prêt pour la NHL. Il dit qu'il n'est pas en NHL parce qu'il est européen puis c'est l'ancienne garde là-bas. Mais là, maintenant, le garçon, il doit réagir. Et puis encore, parce qu'il a signé pour 2. Hein, il a encore un contrat l'année prochaine, lui, c'est juste. Et puis, on dit que c'est l'entraîneur probablement le plus cher en Europe. Moi, j'ai l'impression que tout roulait bien pour Zurich. Puis ensuite, ils ont eu beaucoup de blessés à la suite. Donc, Grunborg, il a dû un petit peu remodeler ses lignes. Il a dû trouver des solutions.
Les solutions, il les a trouvées, mais après, tu as les blessés qui sont revenus. C'est ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est là où il y a eu le problème, parce qu'il a peut-être vu qu'en ayant des blessés, il y a des joueurs qui mettaient peut-être dans le 4e bloc, qui pouvaient largement jouer dans le 2e. Mais quand vous avez le joueur du 2e bloc qui revient, vous le mettez où, ce joueur? Vous le remettez au 2e bloc comme il était avant, puis celui qui a fait le bon job dans le 2e, vous le mettez plus bas, ou bien c'est celui qui revient qui va plus bas. Et puis, gestion de vestiaire. Moi, c'est là, il me semble, où il manque un petit peu quelque chose, Grenoble. C'est vrai que si on regarde ce qu'il avait fait quand il est arrivé l'été passé, c'est qu'il avait fait ses lignes, et puis il les a quasiment pas changées durant l'année. Alors c'est vrai que l'année passée, tout a roulé dans l'huile pour Zurich. Et c'est vrai que là, bah, tout d'un coup, comme on le dit, hein, il y a des gros accros sur la route zurichoise. Effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, hein, c'est pas la même chose de vivre 9 mois avec les mêmes joueurs que à peine un mois. Et les mecs, ils savent pourquoi ils sont là. Et sur ce mois-là, en plus, vous avez des décisions à prendre et tous les joueurs savent qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à leur avenir. Tandis que là, bah, quand il y a un conflit qui naît avec un joueur, s'il y a un conflit qui naît avec un joueur, ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans les airs de Zurich, mais bah, vous devez le garder pendant 9 mois, à moins de trouver un échange. Et puis là, bah, c'est fini les échanges. Ouais, puis l'attitude sur le banc aussi. Je me rappelle, j'ai commenté un match à Davos. Il y a une faute sur Garrett Roux qui n'est pas sanctionnée. Il a pété un plomb. Un match, je ne sais plus lequel, dernièrement aussi, il pète un plomb sur le banc. Le dernier match, il sort de la glace en s'engueulant avec Tognes. Et ouais, il semble quand même très nerveux, hein, le coach. À sa décharge, la charge de Yannick Frenner sur Garrett Roux, c'est celle qu'il a envoyée à l'hôpital pendant quelques semaines. Hein. Enfin, à l'infirmerie pendant quelques semaines. C'est quand même rare de voir des entraîneurs qui sortent de leur gond comme ça. À tort ou à raison, hein, mais en tout cas d'être autant démonstratif. Ah, on parlait de Patrick. On m'a suggéré dans le milieu qu'il a fait exprès parce que l'arbitre en question qui n'a pas pris de. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de faute sur Rowe, mais je comprends qu'il ait réagi parce que voilà, il n'a pas bien vu, machin. Après ça, on peut discuter, mais on m'a glissé qu'il n'aimait pas en particulier un des arbitres qui était sur la glace, puis que c'est une façon pour lui de sortir tout ce qui était accumulé. Messieurs, un petit tour dans le chat. Fabien nous dit vaut mieux être dans le dur maintenant et se retrouver au top dans 2-3 semaines. Ça, je crois que toutes les équipes seraient d'accord avec ça. Et puis Sébastien Metz nous dit je trouve que la plupart des joueurs zurichois sont moins motivés qu'avant, à l'image de Roman Vik. Mais bon, on sait que Roman Vik, il a un rôle totalement différent cette année. Il rejoue le powerplay. Hein. Il est de retour sur le powerplay. Mais là, je crois que c'était une nécessité. Mais il n'a pas encore marqué de but cette année. Non. C'est incroyable, 40 matchs sans goal, là, puis il joue régulier, il joue 13 minutes par match, il joue plus comme avant, il est utilisé comme un gars de 3 ou 4, là, mais pas un but, le Roman, puis il a dit que tout à coup, peut-être qu'il fera encore une petite saison. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'il avait annoncé sa retraite pour la fin de saison. Sébastien Starr nous demande quel gardien au but pour les playoffs au niveau du LHC, Boltzhauser ou Stéphane. Moi, je parie que Stéphane, c'est comme le numéro 1 à la base. Je ne sais pas vous, messieurs. L'avantage avec Lausanne, c'est que tu en mets un ou l'autre, il livre la marchandise, le système défensif global est assimilé, on sait qu'il fonctionne. Bon, honnêtement, c'est un luxe. Hein. Tu peux partir avec Stéphane parce qu'il a plus d'expérience des playoffs, il est arrivé jusqu'en finale. Boltzhauser, pas encore. Mais alors, tu as un backup où tu peux y aller les yeux fermés. Quoi. Est-ce qu'on peut aller en playoff? On n'a pas l'habitude de ça. En général, en playoff, il y a un gardien, puis on va avec lui tout le temps. C'est un peu la mentalité. C'est ce qui se fait. Est-ce qu'on peut aller avec 2 gardiens? Tout à coup, on fait la rotation. Svoboda qui décide de tout à Lausanne pourrait très bien changer la donne. Il a changé la donne dans les transferts. Il a changé la donne dans la communication. Pourquoi pas changer la donne dans les gardiens en playoff? Moi, ce que je trouve bien, c'est que s'ils partent avec Stéphane numéro 1, si Stéphane il a un petit problème physique ou qu'il ne se sent pas très bien, il n'aura pas de souci, je pense, à dire écoute, ce match, je le joue pas. C'est Boltzhauser qui y va et ça va rien changer. C'est moins de pression pour lui. C'est moins de pression, ouais. Il peut dormir tranquille, entre guillemets. C'est un match un peu moins, puis tu en avec Boltzhauser. Les gens ne vont pas dire que Stéphane a flanché parce qu'on l'a vu flancher en série. On l'a vu être moins dominant en play-off à Zug au cours des années. Statistiquement, c'est prouvé. Sa moyenne est nettement moins bonne. On en avait parlé. Ça reste un excellent gardien. Mais là, peut-être qu'il se dit moi, je n'ai pas de pression. Si jamais j'ai un soir un peu compliqué où je ne me sens pas très bien, c'est l'autre qui va. Peut-être ça peut y enlever la pression puis le faire performer un peu mieux. Peut-être. Stéphane, une remarque de David qui va te faire plaisir. Au GSH, il faudrait que Winnick et Fer se calment sérieusement. Si on enlève les pénalités pour réclamation, selon moi, ils en font pas tant que ça. Ils en font pas tant que ça de quoi
Je pense, je sais pas si la phrase était terminée. Oui, il y a un point pourtant. OK, bon. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'ils clairement, arrêtent de râler. Oui, on l'a dit, les arbitres nous l'ont dit, j'en ai parlé souvent. Winnick est un gars qu'on ne voit pas trop, mais qui chatte beaucoup. Sans être malhonnête, il agace. Richard, on le sait, c'est un gars on le voit quand il râle en plus, il n'est même pas discret. Donc, c'est un gars comme ça. C'est dans le tempérament de ces joueurs-là, qui sont d'excellents joueurs de hockey, mais faire à dépasser les bornes, hein, faire à perturber son équipe clairement dans un match important. Il était, mais de la première minute jusqu'au moment où il se fait expulser, il a été insupportable. Moi, j'étais au match, sur le banc, il engueulait l'autre banc, il engueulait le juge de ligne, il engueulait tout le monde. Il était, je ne sais pas, il était dans un mauvais soir et puis personne n'a réussi à le contrôler. Puis finalement, il s'est fait mettre dehors, mais il aurait même pu se faire mettre dehors bien avant. Les arbitres ont été assez patients avec lui, ont essayé d'arranger les choses en parlant avec Pat Aymon. Et moi, j'avais dit aussi dans une de mes chroniques, Genève servait sous contrôle. La pire ennemie de Genève, c'est Genève. Quand ils ne sont pas sous contrôle et qu'ils s'énervent pour n'importe quoi, ils perdent leurs moyens. S'ils sont sous contrôle, focus, etc., c'est une excellente équipe de hockey. Je suis persuadé. Alors, merci à David d'avoir précisé. Ils ne font pas tant de pénalités que ça, et il s'excuse pour la phrase imprécise. Le reste des pénalités. Oui, le reste des pénalités. Non, ce n'est pas une équipe qui ne pense pas qu'elle est plus pénalisée que les autres. De toute façon, ça s'équilibre pas mal. C'est juste que les gars, ils sont intenses. Puis c'est comme ça, mais c'est dans leur top. Ils ont 3 ou 4 joueurs qui c'est dans leur tempérament, que c'est des râleurs. Et ça, tu ne peux pas changer ça. Maintenant, le râleur, l'entraîneur, il doit juste dire de temps en temps, attends, là, parce que là, si tu râles trop, les arbitres vont finir par nous prendre en grippe, puis tu déranges le banc, etc. Puis tu te fais pénaliser en plus. Évidemment, on l'a vu, il s'était fait pénaliser dans un match contre Vienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. En mi-saison, ça avait tourné le match. Mauvaise pénalité, Vienne revient dans le match, marque un power play, fait perdre le match. L'autre jour, l'équipe n'allait pas bien, elle pourrait revenir dans le match, se fait pénaliser. Voilà, c'est peut-être 6 points qu'ils auraient fait, qu'ils n'ont pas fait. Ouais, on peut aussi rappeler que c'est Barberio qui en a pris 3 de suite là, des pénalités. Ouais. Et comme capitaine, des fois, et puis il est censé amener beaucoup. Tu dois amener plus que ça si tu as le C sur le maillot. Et je pense que là, je ne sais pas comment on peut expliquer, parce que le slew footing, il ne peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. C'est incroyable. C'était le textbook case. C'était ça, vraiment. Il n'y a aucune chose. Les premières, c'est vrai qu'il y a une fois où il y a eu un petit coup sur une main. Ça, c'était sévère. Rien à dire. Puis là, on se dit, à quel moment tu te dis qu'après moins de 2 minutes de jeu, tu fais un truc comme ça? Ça veut dire quoi? Je suis tranquille pour ce match, puis je ne joue pas le prochain. Il a encore de la chance puisque le PSO a demandé que ce soit transformé en pénalité de match et pas en méconduite de match. Parce que si ça restait une méconduite de match, il était suspendu 2 rencontres parce que c'était sa 3e méconduite de match. Donc Lausanne a de la chance de pouvoir jouer que ce soir sans Barberio. Donc tu es en train de me dire, parce que parce qu'il joue. Non, tu es en train de me dire, attends, je n'avais pas vu passer cette histoire. Tu es en train de me dire, parce que c'est une pénalité plus grave, donc c'est passé en pénalité de match, parce qu'il y a 5 plus mec match, puis il y a pénalité de match. On peut pas donner, durant le match, c'est juste des 5 plus mec match. Après, elle peut être augmentée à une pénalité de match qui donne lieu à une suspension automatique. C'est ça que tu me dis. Et grâce à ça, il est suspendu qu'un match, alors que s'il avait donné 5 mec match, ça aurait été 2 matchs de suspension. Oui, parce que ça aurait été la 3e. Oui, exactement. Ouais, ils ont augmenté sa pénalité et ça l'avantage. C'est magnifique. Non, mais ça c'est une aberration du système. Là, tous les Lausannois vont nous dire que la Ligue favorise Lausanne, que c'est n'importe quoi. Non, c'est le règlement qui est mal fait. Ils ont appliqué la règle. C'est le règlement qui est mal fait. Ça fait clairement pas de sens. Ça fait pas de sens, c'est clair. Ça fait pas de sens, effectivement. Que ce soit une pénalité ou une méconduite de match, finalement, quand tu es exclu pour 3 matchs, exclu 3 fois d'un match, peut-être la loi de la moyenne qui s'applique, parce que celle sur Prassol était sévère, on s'entend. La poussée, puis le slash était violent, mais je pense qu'il donne 2, personne n'en parle. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a un petit coup de chance là-dessus. C'est l'amende honorable de la justice. Messieurs, on va terminer avec le top 6 et puis cette émission. Il y a Sébastien Besse qui nous a fait un petit classement de ce qu'il voit. Alors, je ne vous fais pas le détail, mais en gros, il ne nous voit pas bien dans le top 6. On garde le top 6, mais dans le même désordre. Jean-Philippe, qui sera hors du top 6 le 5 avril? J'en sais rien. Pas de boule de cristal chez moi. Ceux qui sont le moins bien barrés, c'est clair que c'est Genève et Bienne.
Il reste tellement d'inconnus entre le nombre de points à jouer et puis le nombre de matchs à jouer. On ne sait même pas si Bienne va pouvoir rejouer ou pas. On ne sait même pas s'il joue 2 matchs, s'il joue 4 matchs. C'est compliqué. Je vois Bienne mal pris. Et puis, avec éventuellement, il faudrait que Genève se réveille sur les derniers matchs. Ouais. Honnêtement, Zurich, ça m'étonnerait. Mais ça va se jouer entre ces trois-là. Je ne prends pas beaucoup de risques. Hein, mais... non, c'est clair. Non, mais c'est clair que ça va jouer entre ces trois-là. Il y a tellement d'inconnus qu'il y a presque 90% de chances qu'on dise quelque chose de faux. Donc, moi, je pense que ça va être bien. Je l'ai dit la semaine passée, je suis allé par une prédiction qui vaut ce qui vaut. Les prédictions, vous savez, c'est un jeu. Puis, voilà, j'ai pas de boule de cristal non plus. Moi, je pense que ça va être bien. Mais j'aimerais que ce ne soit pas bien. Et que ce soit ni Genève, je ne dirais pas que j'aimerais que ce soit Zurich, j'aimerais simplement, pour résumer ce que je dis, que les 4 clubs romains soient assurés de participer au play-off. Ça serait cool. Moi, je vais la faire, cette prédiction, Stéphane. Go! Moi, je vais mettre Zurich en 7e. Voilà. Grosse cote. 13h16. 13h17, le 29 mars. Je mets Est-ce que je peux faire ma prédiction aussi? Vas-y. Bien sûr, Jérôme. Moi, je pense que si Bienne est en quarantaine et ne peut pas jouer tous ses matchs jusqu'à la fin, ça sera Bienne qui sera hors du top 6. Parce que je ne vois pas Genève perdre 3 matchs sur les 4 qui restent. Honnêtement, je pense qu'ils vont faire le job et ils vont rester avec une moyenne par match au-dessus de Bienne. Ah ben attends, il n'en reste que 3 à Genève, si jamais Bienne ne joue plus. C'est vrai. Ils doivent jouer contre Bienne. C'est vrai. Berne, Lausanne et Lugano, c'est vrai. Par contre, si Bienne peut jouer tous ces matchs, ça va quand même être contre Rapperswil, contre Ambry. Là, je pense que Bienne est quand même favori. Et puis, il y a ce gros match contre Genève, s'ils doivent le jouer, où ça sera presque un 8e de finale de play-off en best of one. Et puis, il y a un dernier match à Zug. Avec un dernier match à Zug, est-ce que Zug sera vraiment concerné par cette rencontre? Comme tu l'as évoqué, Stéphane, dans le dernier studio, tu joues le dernier match de la saison où tu es sûr d'être premier. Est-ce que les gars, ils vont déjà à quelle composition d'équipe? Est-ce que tous tes joueurs qui ont un tout petit bobo, tu ne vas pas les laisser c'est ce qu'ils font déjà, en tribune? Je ne vois pas des Zougois, comme tu l'as dit, se coucher devant des pucks et tout. Est-ce que ça sera même Giannoni au but ou pas? On verra. Hollenstein est blessé pour le moment. Hollenstein est blessé pour le moment. C'est le jeune qui a joué samedi. Hein. C'est je ne me souviens plus de son nom. Le troisième gardien, en fait, qui a joué samedi. C'est Meyer? Robin Meyer? Non? Oui. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Robin Meyer avec son masque blanc, ça faisait tout drôle. Mais en tout cas, bien en quarantaine ou pas bien en quarantaine, c'est ce qui peut changer le top 6 ou pas. Voilà. Sébastien et Quentin, on discutera de votre proposition par rapport à mon pronostic en cas, si ça ne se vérifie pas. T'as que les imbéciles qui ne se trompent pas. Hein? Et tous ceux qui ne font pas de prédiction, ils n'ont aucun risque de se planter. Voilà. Au moins, on a eu le courage de se mouiller. Voilà. Messieurs, on va mettre un terme à cette émission. Alors, bien évidemment, pour ne manquer aucun épisode d'Overtime, pensez à vous abonner sur le canal où vous nous suivez régulièrement. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et puis, avant de se quitter, je vous signale que la semaine prochaine, ce ne sera pas lundi, puisque les matchs ont lieu à 15h45 en ce lundi de Pâques. Pour la dernière journée, vous aurez rendez-vous pour le 14e épisode d'Overtime le mardi 6 avril à midi, avec bien évidemment Stéphane, fidèle au poste, et puis d'autres journalistes pour compléter tout ça. On vous prépare quelques surprises pour cette émission. Jérôme, merci beaucoup. Il faut que tu actives ton micro. Merci à vous. Merci. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée. Stéphane, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Merci à tous dans le chat. Désolé aux questions qu'on n'a pas répondu. Passez une excellente semaine. Soyez à l'écoute de nos différents matchs. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.